Vous cherchez un outil simple et pratique pour arriver à vivre pleinement vos émotions, prendre soin de votre santé mentale et booster votre créativité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La Voix des mots. La Voix des mots est un podcast et aussi une newsletter dans lesquelles je vous partage le résultat de mes recherches pour atteindre ces objectifs à travers mes lectures, mes livres, mes réflexions et des ateliers d'écriture thérapeutique et créatifs. Parce que cela peut être fun de prendre soin de soi. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatifs et émotionnels. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car je vous partagerai aussi ma vie d'autrice. Bienvenue! Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end de Pentecôte. Comme promis, je reviens vers vous pour vous faire une lecture émotionnelle du film Sinner. Pardonnez mon accent anglais, j'espère que je prononce bien. Déjà, je voulais prendre quelques minutes pour contextualiser pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette analyse émotionnelle. Je voulais faire une analyse du film Sinner avec le cœur. Je vais pas faire une analyse des émotions des personnages, mais plutôt des miennes, de ce que le film m'a fait ressentir, que ce soit par l'histoire, la musique, le décor, l'ambiance ou le texte. Et c'est une lecture brute. C'est-à-dire que j'ai mis mon focus sur ce que j'ai ressenti en visionnant le film, ce qui m'est resté, et j'ai pas cherché à analyser outre mesure les choses. Parce que, selon moi, les émotions, chez moi en tout cas, c'est ce qui se passe à l'instant, et c'est ce qu'il y a de plus de honnête. D'où le fait que je ne voulais pas non plus overthinker cette analyse. Sinner m'a fait pleurer. J'étais là à me dire, encore un film de vampire avec un beau gosse, on va pas se mentir. Mais ce film m'a fait littéralement pleurer. Et je me suis demandé comment est-ce que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de comprendre. Donc je vais parler de mon ressenti, et j'aurais aimé trouver plus de choses sur internet qui aillent au-delà des références du film et qui abordent la partie émotionnelle. Donc je me concentre sur ce que ça vient fouiller chez moi. Peut-être que ça vous fera aussi écho et que ça viendra faire fouiller des choses chez vous, ou que vous trouverez des sujets, des éléments que je partage, que vous avez aussi ressenti en visionnant le film. Alors, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à pas écouter cet épisode, parce que je vais clairement faire des spoilers, parce qu'encore une fois, j'analyse le film en lui-même, donc ça serait un peu bizarre de ne pas parler de certaines scènes. Voilà. Prenez de quoi boire, de quoi vous substanter, et installez-vous, je me lance. Déjà, la musique. Elle m'a semblé ancestrale, curative, et elle supporte l'intégralité du film. Et c'est aussi ce qui fait que le film est ce qu'il est, grâce à cette musique. Une musique puissante, émotionnellement, et qui est omniprésente tout au long du film, comme je l'ai rarement vu dans un autre film. Typiquement, les paroles qu'on entend de temps en temps, qui viennent faire écho à ce que disent ou vivent les personnages, c'est juste brillant à mon sens et percutant. J'ai été incapable de réécouter la bande originale sans ressentir des frissons, sans avoir l'impression d'avoir la gorge serrée, et de ressentir une sorte de mal-être addictif. Quand je dis mal-être, c'est que ces sensations de frissons et de ce truc qui vient fouiller et déranger, j'ai pas l'habitude de ça en écoutant certaines musiques. Alors oui, il y en a qui me mettent dans un état émotionnel de tristesse ou autre, et parfois c'est voulu, je vais aller écouter certaines musiques pour aller chercher cet état émotionnel, notamment quand j'écris. Mais là, avec Sinner, ça me donnait des picotements, des frissons, ça venait vraiment littéralement chercher quelque chose au fond de moi. Et c'est rare qu'une musique fasse ça. Il y en a quelques-unes de Beyoncé qui de temps en temps me font ça, ou d'autres de jazz ou de Nina Simone, ou de Etta Jones aussi, pas mal de musique de gospel, mais je m'attendais pas à ça en allant voir ce film. Et toute la bande originale, toutes les musiques qui sont dans le film me font cet effet-là. On parle même pas des 2 minutes de cette scène où le passé, le présent et le futur se croisent à travers la chanson de l'un des personnages. Je vais même pas parler de celle-là parce qu'elle est de Pusha Boy, elle est encore incroyable. Mais voilà, ça m'a déjà travaillé toute la bande originale du film, et je pense que sans cette bande originale, le film serait pas aussi puissant. On va pas se mentir. C'est comme si j'avais une gêne dans mon corps et dans mon cœur, et que je ressentais en même temps le besoin de réécouter la musique et d'aller un peu remuer cette boue au fond de moi. D'où le fait que je parle d'un peu de mal-être addictif, parce que c'est pas agréable d'avoir la sensation d'avoir un peu de boue, mais c'est addictif parce que je sentais ce côté curatif dont je parlais en début d'épisode. Et j'écoute à nouveau la bande originale lorsque j'écris, parce que ça me met dans cet état qui vient aussi stimuler ma créativité, chose à laquelle je ne m'attendais pas.
Et je sais qu'elle fera partie des chansons que j'écouterai le jour où je me pencherai à nouveau sur mon recueil numéro 3, qui est sur le déracinement et la question de la déconstruction identitaire. Et il y a de fortes chances aussi que je l'écoute quand je me remettrai sur ma saga. Mais bon, passons. Cette musique, pour moi, ça m'a semblé comme une élévation de l'âme. Des vibrations qui viennent bouger, des choses dans le corps, dans le sang. Et j'ai littéralement senti des blocages dans mon cœur onduler au rythme de la bande originale. Pas les musiques chantées par les vampires, on va pas se mentir. Non, celles-là, elles m'ont absolument rien fait, désolé. Mais toutes celles autour, et en particulier donc avec la voix de Miles Keaton, a.k.a. Preacher Boy, et celle de Rod Wayne, qui chante une chanson qu'on entend à la fin du film. Et ces paroles, tellement évocatrices, tellement puissantes, Set my people free, bah forcément c'est venu chercher quelque chose chez moi. Au dehors de l'esclavage, en dehors de ce qui se passe, dans le film, c'est venu chercher quelque chose chez moi parce que bah avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans toutes ces colonies, ces anciennes colonies françaises, bah on est clairement toujours pas libre quoi en fait. Toutes ces colonies qui sont les résultantes de ces grandes puissances nationales qu'on aime et qu'on adore. Bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais tout ça pour dire que ces paroles m'ont forcément touchée dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Avec cette bande originale, j'ai littéralement senti une connexion spirituelle et ce besoin de faire corps avec mon lignage, avec mes ancêtres, avec mes pères. Et j'avais déjà ressenti ça lors de différents événements auxquels j'ai pu assister ces derniers mois, notamment il y avait eu une soirée qui avait été organisée par B-Side Media et Phase B à l'occasion de la collecte de fonds pour leur numéro 2, leur magazine numéro 2 autour de l'amour dans les communautés racisées. Et il y avait une soirée organisée avec du R&B, et rien que de voir d'autres corps de ma communauté en mouvement, la joie, la puissance, la libération, je me suis dit en fait il faudrait que je prenne le temps d'aller plus souvent à ce type d'événement parce que ça vient nettoyer quelque chose en fait, ça vient remuer des blocages et il y a quelque chose d'assez puissant à voir tous ces corps noirs ou en tout cas racisés danser ensemble, célébrer la joie, célébrer ces chansons qui font partie de nous, le R&B typiquement. Et c'est ce que j'ai aussi ressenti à travers cette scène de plus de 2 minutes là pendant laquelle encore une fois passé, présent et futur se mélangent. Et j'étais pas prête pour ça. C'est surprenant, c'est déstabilisant parce qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on ne pensait pas être possible. Et ce film m'a guéri parce que il a aussi réveillé des choses en moi en termes de génétique et de connexion. Je suis chrétienne catholique, sensible forcément par mes années de catéchisme au chant religieux, et en même temps, j'ai cette culture africaine. C'est les musiques que j'ai pu écouter depuis petite, à travers ce que mes parents écoutaient, ce que j'écoute encore aujourd'hui, les tantes, la famille, etc. Et puis même, tout ce qui est musique afro, on va pas se mentir, afrobeat, etc. Burna Boy, j'étais au concert de cet artiste en avril, bref. Tous ces trucs-là viennent se mélanger à ma culture aussi, qui a été imposée. Ce que dit à juste titre un des personnages dans le film, la culture, la religion christianiste qui a été imposée aux esclaves, et le mélange des deux, ça fait une double confrontation que j'ai entendue aussi et que j'ai ressenti en écoutant la bande originale de Sinners. Le blues vient briser des chaînes en moi littéralement, tout en ouvrant d'anciennes plaies dont je n'avais pas forcément conscience, parce que c'est dérangeant de sentir que le refus un peu de faire face à cette dualité dont je parle, donc mon côté chrétien et mon côté musique africaine, notamment en particulier lié au vaudou, parce que je suis d'origine béninoise et que c'est le berceau du vaudou. Et donc ce film est venu aussi mettre en évidence cette dualité à laquelle j'essaye de faire face, que j'essaie de cerner, d'intégrer et de comprendre et de voir comment elle s'exprime chez moi. Et on a une scène en particulier dans Sinner autour de pas du vaudou en lui-même, puisque c'est un dérivé du vaudou qu'on voit dans le film, et qui met en avant donc pas la sorcellerie, mais le côté spirituel du vaudou, parce que quand on met des bonnes intentions dans le vaudou, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie noire, au contraire. Et c'est ça qu'on voit aussi dans le film, qui est venu faire écho à des choses que je suis en train d'essayer de déconstruire, de me renseigner sur ces sujets-là, parce que je vais en avoir besoin pour ma saga afro-futuriste, spoiler, voilà. Et c'est venu faire écho à des recherches des lectures que j'ai déjà pu faire par le passé, avec le livre de Maryse Condé, moi, Tituba sorcière, celui de Toni Morrison, Beloved, et ces deux livres, et surtout aussi celui de La prophétie des sœurs serpents, d'Isis Labo Kaberia. Tous ces livres sont des choses qui participent à m'aider à déconstruire l'image que j'avais du vaudou, et ce film vient aussi s'ajouter à cette liste en fait, parce qu'il produit une image positive du vaudou.
ça m'a permis de faire face un peu à mes contradictions, de la nécessité d'aller au fond de cette analyse, de revendiquer des choses et de me détacher d'une vision qui serait incompatible avec la religion chrétienne. L'idée, c'est pas de rejeter cette part de moi, parce qu'elle est profondément ancrée d'une certaine manière, même si je crois plus à l'univers aussi aujourd'hui que à ce que la religion catholique nous enseigne. Mais l'idée, pour moi, ça m'a plutôt amené à me demander est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un pont entre les deux et de continuer donc ces recherches autour du vaudou. Et c'est quelque chose que j'intègre aussi dans mon roman Comète, ce rapport au vaudou, cette crainte qu'on en a par rapport à cet outil spirituel, et sur ce quoi j'insisterai donc dans ma saga afro-futuriste solarpunk, sur tout ce qui est lié au lien du sang, à la mémoire collective et à la place que représente justement le vaudou pour aller travailler cette mémoire collective, pour aller guérir et pour aller passer les traumas. Bref, c'est un autre sujet. Donc dans Sinner, on voit une scène qui s'appuie sur le houdou, qui est un mélange de vaudou et de d'autres pratiques qui dérivent du vaudou. Et donc c'est une scène où on voit un des personnages, Annie, qui met des intentions dans la confection d'un talisman pour protéger l'autre personnage. Et on voit clairement que la nature utilisée pour faire le mal devient quelque chose à abattre. Et cette scène avec Annie m'a transportée parce qu'elle m'a ramené à l'importance de m'ancrer donc dans cette spiritualité, dans mes intuitions, dans mes intentions et dans ma charge magnétique dans ce que je fais. Parce que quand j'écris, je mets une charge émotionnelle dans mes mots, dans mon histoire, dans ma poésie, dans mes personnages. Et je veux qu'ils aillent créer des émotions bien particulières auprès des personnes qui me lisent. Et c'est ce que j'ai ressenti en voyant aussi Annie et ce talisman qu'elle fait pour l'un des jumeaux. Parce que ce sont des choses qui sont faites en fait dans nos cultures et qu'on a aussi oublié. Le fait de mettre de l'énergie, des intentions, du magnétisme dans ce qu'on fait, ça m'a rappelé l'importance d'essayer de le faire au quotidien. Et c'est comme toujours, hein, on est pris dans la routine, dans les urgences, le matin on se réveille, etc. Mais je me suis dit, c'est important, c'est même capital en fait, surtout par rapport à cette vie d'autrice et par rapport à tous les challenges auxquels je suis en train de faire face dans ma vie personnelle aussi, de remettre les intentions au cœur de chacune de mes actions. Donc Sinner m'a aussi aidé à prendre conscience de ça, de l'importance des intentions et des émotions pour travailler autour de ça au quotidien. J'ai aussi pris conscience avec le film que j'avais besoin de faire plus de place au respect dans mes relations avec mes pairs et notamment avec les personnes plus âgées dans ma famille, en particulier mes parents. C'est bête, mais on voit dans le film qu'il y a cette idée de mettre une protection parce que les vampires peuvent pas rentrer dans le jukebox dans lequel se trouvent les personnages dans lesquels ils célèbrent, ce bar de jazz dans lequel ils célèbrent leur identité et leur musique, les vampires ne peuvent pas rentrer à moins qu'on les y invite. Donc, l'idée de mettre une protection à l'entrée de chez soi. Ça m'a rappelé le fait que parfois je fais beaucoup de choses, juste pour faire plaisir à ma famille, pour qu'on me laisse tranquille, mais qu'en réalité, leurs intentions, leurs recommandations pour justement éviter que le mal, les mauvaises énergies ne pénètrent chez moi, elles sont totalement fondées. Parce qu'encore une fois, cette scène du film ne vient pas de nulle part, et le personnage d'Annie a encore un rôle par rapport à ça, à cette idée de protection, parce que c'est elle qui décèle le mal qui essaie de s'infiltrer, et c'est elle qui a la connaissance pour lutter contre ce mal. Et on en revient encore une fois à l'importance d'accorder du crédit aussi à nos cultures, à nos rites, à notre héritage et à la manière dont nos ancêtres ou tout simplement nos parents, nos grands-parents, nos tantes, etc. Parlent de ces outils et accordent de l'importance. Ce Sinner m'a rappelé que j'avais un sentiment un peu de honte par rapport à ça parce que j'ai clairement pas assez pris conscience de ces sujets et de la nécessité en fait, comme je disais, d'accorder plus de croyances et de crédit aux manières qu'a ma famille de visualiser ces choses et de les ancrer dans notre quotidien. Et ça m'a rappelé forcément aussi l'importance des liens familiaux. C'est venu me déranger dans l'acceptation de la place que j'occupe dans ma famille et dans la chaîne de mes ancêtres. Sinner a aussi été, à mon sens, une manifestation vibrante de notre désespoir. On a beau être en 2025, j'ai été tentée, en entendant le discours des vampires, de céder, d'aller vers cette vie facile, au demeurant, évidemment, cette vie où on n'est pas oppressé, blessé, violenté, discriminé. C'est venu me montrer que je suis en souffrance, en fait, à l'heure actuelle, depuis plusieurs mois, en réalité, peut-être même depuis George Floyd, on va pas se mentir. Et à l'instar de ce que dit Douce Didombo dans son livre La charge raciale, que je vous ai chroniqué sur mon compte Instagram, c'est un fardeau qui nous ronge de l'intérieur petit à petit. Ce sentiment de jamais être à notre place, d'être en constante vigilance, de devoir justifier son existence. Et cette proposition faite par les vampires
au personnage noir dans le bar d'aller vers vers une vie qui les libère de tout ça, ça m'a ramené à ma souffrance, mais encore une fois aussi à ma honte de ne pas avoir le courage, d'une certaine manière, qu'ont certains militants noirs qui se battent tous les jours, les assos, les médias, les organisations qui continuellement dénoncent les injustices qui continuent de tomber sur nos communautés. Ce moment de quelques secondes où mon inconscient s'est vu dans cette hésitation des jumeaux, ça m'a ramené à mes propres doutes. Et dans le même temps, ces doutes ont consolidé ma foi et ma résilience dans mon refus de renoncer. Même si c'est dur, même si c'est voué à l'échec de se rebeller contre le racisme, il faut le faire. Point. Y a pas de sujet, en fait. Et Sinners a aussi créé cette fierté en moi pour les petites actions que je mène à mon échelle, dans ma poésie, dans mes romans, dans ma présence à des événements littéraires, dans mon quotidien, dans ma vie personnelle. Tout ça, c'est de la résistance et c'est de la résilience. Donc même si ça semble très tentant de céder à tout ça, d'arrêter de lutter, de laisser l'extrême droite, etc., prendre de plus en plus de place, la vérité c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut faire quelque chose, il faut faire autant d'actions que possible à notre échelle, et c'est vrai que c'est ce petit dialogue entre les personnages m'a ramené à ça, à ce qui se passe aussi à notre actualité. Je me suis aussi sentie frustrée. Une frustration qui s'est exprimée par la dualité entre Smoke et Stack par rapport à la manière de gérer leur business. Il y a Stack qui comprend que les clients payent avec de la fausse monnaie, et il y a Smoke qui n'est pas d'accord. Et qui ne l'était déjà pas quand Annie a accepté de l'argent qui n'en était pas. On cherche à faire le bien autour de soi, à proposer à travers notre art, nos compétences, des outils, des lieux, des moyens d'apaisement pour nos communautés ou pour le monde. Mais on est dans un monde capitaliste. L'art altruiste n'y a pas sa place. J'ai ressenti cette frustration qu'il y a entre les deux jumeaux, parce que si je pouvais juste écrire, vous partager des choses sans devoir me soucier de comment payer mes factures, la vie serait bien plus belle, bien plus facile. On va pas se mentir. Mais non, il faut être visible sur les réseaux sociaux, il faut faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, il faut se confronter à plus malin que soi, et quelque chose qui finira toujours par nous avoir, comme le patriarche, je sais pas le bon terme, mais le mec, le personnage qui est à la tête des Ku Klux Klan, qui finit en fait par, qui a certes vendu la bâtisse aux jumeaux pour qu'ils puissent créer leur club de jazz, mais qu'en fait, plus tard, le lendemain, viendra les éliminer. Et ça, c'est aussi le reflet de cette lutte perpétuelle qu'on fait, et qui nous donne le sentiment d'être frustré parce qu'on se bat pas contre plus fort que soi, mais contre plus pernicieux, en fait. C'est même pas une question de force de David contre de Goliath, c'est une question de valeur. Et c'est ça le problème, c'est que nous, dans notre volonté de créer cet art, d'aider nos communautés, de faire des choses pour lutter contre toutes les formes d'inégalité, on a des valeurs auxquelles on doit rester attaché. Et à l'inverse, on a des gens qui sont prêts à bafouer toutes leurs valeurs tant qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Et c'est ça qui est frustrant aussi. On cherche à créer un endroit de paix, d'extériorisation de nos émotions, mais il faut accepter aussi de vendre son âme au diable, de participer à la déchéance, à l'abrutissement humain. Le fait de passer par les réseaux sociaux en faisant des vidéos sur lesquelles on n'est pas forcément aligné, ou de devoir se mettre en dérision. Enfin bref, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont totalement alignés avec la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs services, leurs produits, etc. Mais moi, il y a des fois, et j'en ai parlé sur mes réseaux, si je pouvais juste disparaître, ou juste être là et échanger avec les gens que je rencontre grâce à ces apps, ça m'irait très bien. Mais malheureusement, non. On est à une époque où il faut être visible. Voilà. Et cette dualité entre les deux jumeaux, ça m'a rappelé tout ça. Ça a fait écho à ma frustration, à ma peur de faire des erreurs dans mes choix d'édition. Et je sais pas si vous saviez, par exemple, il y a certaines maisons d'édition qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite comme Bolloré. Et ça pose la question de, est-ce que on accepte d'être publié dans ces maisons d'édition, ou pas, par exemple. Ça veut dire qu'il faut faire des choix quand on veut être édité. Et si on a la possibilité de faire ce choix sans renoncer à son rêve, à l'éventualité de toucher le plus grand nombre, ce serait quand même mieux. Je me suis aussi sentie comprise dans le rôle de Smoke avec son frère Stack. Être le frère qui protège et qui prévient l'autre des dangers du monde. Ils ont beau être jumeaux, il y en a un que j'imagine qui est peut-être né avant l'autre, et en tout cas qui a pris cette place d'aîné et qui a pris cette place de protecteur. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles afrodescendantes en réalité, c'est la responsabilité des aînés. Et c'est un fardeau qu'on n'a pas demandé, mais qui s'impose à nous. Devoir protéger son sang de la folie, de l'insouciance, de la violence au sein de nos propres familles parfois aussi. Et on vit un tas de dangers aujourd'hui, entendons-nous bien, mais j'aurai toujours cette responsabilité envers mon frère qui ne m'a pas demandé, on m'a pas demandé non plus mon avis, et lui non plus d'ailleurs. Mais on dirait qu'on est avec ça quand on est l'aîné, et ça vient avec le fait de vivre et d'entrer dans ce monde. À l'instant où un autre enfant nous suit, on endosse cette casquette
et on sait qu'on n'a pas trop notre mot à dire. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont propres aussi à nos communautés, et j'ai ressenti cet écho et un peu ce devoir à travers les deux jumeaux. Il y a aussi quelque chose qui m'a particulièrement marqué et touchée, c'est à la fin du film, quand Preacher Boy, devenu vieux, âgé, dit que cette journée, c'était en dehors de ce qui s'est passé, de toutes les tueries, de la lutte, etc., et d'avoir risqué de mourir, que c'était quand même la meilleure journée de sa vie. Et ça m'a touchée parce qu'effectivement, ça l'était parce que c'était un moment, à mes yeux, où ils se sont sentis libres, où ils ont pu être libres. Juste des personnes qui profitaient de la vie, de la musique, des autres, de leur communauté. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement touchée, que j'ai senti les larmes monter, en particulier sur ces mots-là, parce que je l'ai lu comme ce moment où on n'est plus des Noirs avec notre souffrance en lutte constante dans ce monde, mais juste des personnes en vie, célébrant la vie. Et ça fait quoi ce que je cherche certains jours. Juste se réveiller sans la pression d'être autre chose qu'une personne en vie, et sans la pression de devoir lutter constamment pour être, pas forcément pour être visible, hein, mais juste pour être en sécurité. Et quand on est une femme et qu'on est noire, c'est un poids qu'on a au quotidien. Et j'ai ressenti ce moment de liberté par cette scène, par ces mots, et c'est venu faire écho à ce que parfois je cherche désespérément, quoi. Donc ça pose la question de comment trouver ce sentiment de liberté, d'être juste une personne en vie qui profite des choses. Ça peut passer par ce que je disais tout à l'heure, être dans des événements où il y a d'autres corps racisés et sentir cette énergie, cette vibration qui circule, par exemple. Ne pas toujours être à des événements où on questionne, où on débat, on cherche des solutions pour améliorer le monde, c'est important de le faire, mais en parallèle de ça, je pense qu'il faut que je me rende compte aussi que c'est important que je sois dans d'autres espaces où on est juste en train de célébrer, quoi, en fait. Qu'est-ce qui m'a aussi touchée ou qui a venu chercher des émotions dans Sinner, que je refasse un petit tour de à quoi j'ai pensé. J'ai vraiment le sentiment que la charge émotionnelle était là tout au long du film, que c'était là en termes dans les intentions qui ont été mises dans chacun des personnages, dans cette musique, dans les images aussi. Il y a aussi une forme de poésie qui était omniprésente du début à la fin. Le jeu des lumières, les oppositions de couleurs, de tenues entre les personnages, les oppositions de décors, de scènes entre les vampires et les personnages noirs dans ce bar, la lumière qu'il y avait dans ce bar, cette joie de vivre, enfin cette image aussi de la maison qui part en flammes, qui libère un peu toutes ces énergies. Tout ça, pour moi, c'était de la poésie. Et il y a une image en particulier qui m'avait touchée, c'est celle où on voit un arbre seul, isolé dans un champ de coton, qu'on retrouve souvent dans pas mal de films, je crois. Cette image, à chaque fois, ça me fait quelque chose au cœur. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer, mais on la retrouve beaucoup dans de nombreux films sur l'esclavage, et ce champ de coton avec cet arbre en plein milieu, je sais pas, ça m'a bousillé. Ça m'a fait beaucoup trop d'émotions aussi. Je sais pas, c'est le reflet de la solitude, du déracinement, une sorte de rappel indirect aux savanes africaines aussi, de cet arbre penché, isolé, mais qui sert toujours un peu de protection et de connexion avec le passé. C'est comme ça un peu que moi je l'ai vu. Et cette poésie qu'on voit dans cette image, dans la musique, dans le rythme des chansons, qui introduit les jumeaux au début du film, leur mélancolie, qui vient faire écho à la mienne, les notes de pincement à la guitare, le rythme qui donne envie de se poser, de se laisser entraîner, toute cette musique, pour moi c'est aussi une forme de poésie. Franchement, Sinner, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Je sais que je vais trouver le moyen d'acheter ce film pour pouvoir le visionner à ma sauce quand j'en aurai besoin, de le revoir dans quelques années, et peut-être que je ressentirai encore d'autres choses différentes en le revoyant. C'est même certain, parce qu'il fait partie de ces films qui, plus on le revoit, plus on découvre de nouvelles choses, plus il vient susciter des choses dans notre cœur, dans nos émotions, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de prendre le temps de partager avec vous. Comme je l'ai dit, c'était pas une analyse des faits, des références à tout ce qu'il y a dans le film. Il y a énormément de choses sur internet qui ont été faites à ce sujet, donc j'en ai pas parlé. J'ai pas non plus parlé des émotions des personnages, de comment est-ce que le réalisateur a voulu faire passer certains messages à travers les personnalités, les dialogues, etc. Non, je me suis vraiment concentrée sur ce que moi, j'ai ressenti, en me disant que j'avais envie de prendre ce temps pour comprendre d'où venait ce ressenti, et peut-être que ça pourra aussi vous aider, vous, si vous avez vu le film, à vous demander pourquoi est-ce qu'il vous a autant travaillé. Et puis si ça vous aide pas, juste essayez de vous poser la question, si c'était il y a pas trop longtemps, de pourquoi vous avez aimé ce film, qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant, qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous. C'est important, comme je le disais au début de l'épisode, de prendre le temps d'aller analyser nos émotions et d'aller comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on ressent certaines choses, et comment aller peut-être raviver ces émotions le moment venu,
dans d'autres moments de notre quotidien, de notre vie, de nos relations. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'essaierai peut-être de temps en temps, quand il y a comme ça des choses qui me bouleversent, que ce soit des livres ou des films, d'en faire une lecture émotionnelle. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Si vous avez des outils par rapport à ça aussi, n'hésitez pas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite!